Mercredi dernier, Daniel Cohn-Bendit a encore fait son cirque au Parlement européen. Sujet de la colère de monsieur Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, et sa réforme constitutionnelle qui, semble-t-il, ne plaît pas à monsieur Daniel Cohn-Bendit et ne plaît pas à ses amis écologistes et européistes. On fera remarquer, en préalable, que Viktor Orban est élu, qu'il est même élu à une large majorité, qu'il a donc apparemment le soutien du peuple hongrois, et que ce qu'il fait comme réforme, qu'elles soient intelligentes ou pas, ne regarde en rien Daniel Cohn-Bendit, et ne regarde en rien, d'ailleurs, l'ensemble des diplomaties européennes qui ont faim de s'indigner. Car après tout, qu'est-ce que la réforme constitutionnelle hongroise? On veut donner plus de pouvoir au parti exécutif. Est-ce que ce n'est pas déjà ce qu'on fait en France? Y a-t-il vraiment de quoi se scandaliser? Ou alors, monsieur Daniel Cohn-Bendit ne serait-il pas plutôt inquiet de ce que, par exemple, Viktor Orban remette en cause l'indépendance de la Banque centrale et donc l'indépendance des libres marchés économiques? Bonne question, on ne peut savoir la réponse, mais en tout cas, une chose est sûre, au cours de cette intervention, Daniel Cohn-Bendit s'est illustré par des propos assez stupéfiants que voici. Qu'il y a un renouvellement, c'est vrai. Mais qui dit renouvellement, ça peut être dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. Et nous vous disons que vous allez dans la direction des messieurs Chavez, Castro et de tous les gouvernements totalitaires et autoritaires de ce bas monde que nous combattons ensemble avec vous. Et vous n'avez pas la force de le combattre avec monsieur Orban. Et oui, vous avez bien entendu, pour Daniel Cohn-Bendit, le modèle du régime totalitaire et autoritaire, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, ce n'est pas le Qatar, ce n'est pas la Corée du Nord, non. Pour Daniel Cohn-Bendit, ce modèle, c'est Cuba, de Fidel Castro qui n'est pourtant plus au pouvoir depuis quelques mois, et le Venezuela de Hugo Chavez. Cette analyse est tout simplement scandaleuse. Faut-il rappeler à Daniel Cohn-Bendit que Hugo Chavez a toujours été élu démocratiquement, quoi qu'on pense de ses réformes et de son action politique, que Hugo Chavez a le soutien d'une large majorité de l'opinion vénézuélienne, et que en 2007, il a même soumis à référendum la réforme constitutionnelle qu'il se proposait de faire. Cette réforme fut rejetée par 51% des Vénézuéliens. Que croyez-vous qu'il arriva? Hugo Chavez respecta le vote populaire et ne chercha pas à faire repasser cette réforme. En 2005, en France, les Français rejetèrent à 55% la constitution européenne qui leur était soumise. Que croyez-vous qu'il arriva? Quelques années après, Nicolas Sarkozy, devenu président, fit passer ce texte par la voie parlementaire sans consulter le peuple, sous la forme d'un traité de Lisbonne qui reprenait en réalité les mêmes dispositions que la constitution européenne. Le vote du peuple français se trouva ainsi bafoué et sous les applaudissements de Daniel Cohn-Bendit. Le même Daniel Cohn-Bendit, quelques années plus tard, fustigea et insulta le peuple irlandais lorsqu'il rejeta ce même traité de Lisbonne, tandis que sa collègue Eva Joly dénonçait l'arrogance des Irlandais. Et Daniel Cohn-Bendit applaudit lorsqu'on força les Irlandais à revoter ce texte sous la menace tout simplement de sanctions économiques s'ils votaient encore une fois contre. Alors franchement, que cet homme vienne ensuite donner des leçons de démocratie à Hugo Chavez, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Il est temps que des gens comme Jean-Luc Mélenchon, qui se revendique comme un partisan d'Hugo Chavez, et qui pourtant avait proposé une alliance à Daniel Cohn-Bendit, comprennent pour qui ce dernier travaille, et comprennent quel est le rôle qu'il tient. Car en réalité, en attaquant Hugo Chavez, Daniel Cohn-Bendit est dans le rôle qu'il a toujours tenu depuis plusieurs décennies. Le rôle plus généralement qui est celui des gauchistes, comme on dit, de l'extrême gauche, c'est-à-dire ridiculiser et dévoyer les idées révolutionnaires, affaiblir les communistes et attaquer de façon plus générale tous les résistants à l'impérialisme occidental et à l'économie de marché capitaliste mondialisée. En 1968, déjà, lorsqu'il s'agissait de chasser Charles de Gaulle, devenu trop indépendant pour les Américains, Daniel Cohn-Bendit était à la manœuvre. Il se revendiquait alors proche des maoïstes, alors même que Mao faisait des millions de morts dans ses camps. Mais les droits de l'homme de Daniel Cohn-Bendit sont, semble-t-il, à géométrie variable. Revenu quelques années plus tard de ses amours chinoises, soit parce qu'il est une girouette politique sans véritable idéologie, soit plus vraisemblablement parce que la Chine
était devenu le nouvel adversaire des États-Unis, Daniel Cohn-Bendit s'en prit très brutalement aux Jeux Olympiques de Pékin et au président chinois Hu Jintao. Dans le même temps, il s'en prenait à Vladimir Poutine ou à Mahmoud Ahmadinejad. On comprend et on respecte après tout sa volonté de démocratie, mais il est quand même curieux que les seuls chefs d'État auxquels il s'en prend soient les adversaires du modèle économique et hégémonique dominant. Finalement, en attaquant Hugo Chavez, Daniel Cohn-Bendit continue donc de s'en prendre systématiquement à tout leader rejetant la tutelle économique américaine et la tutelle de l'économie de marché mondialisée. Le jour où Daniel Cohn-Bendit s'en prendra aux dictateurs amis de l'Occident, comme à ceux des pays du Golfe, comme à certains dictateurs africains, alors ce jour-là, il passera pour autre chose qu'un idiot utile de l'impérialisme occidental, ou mieux, qu'un salopard conscient de favoriser les intérêts de l'économie de marché, mais finalement très satisfait de cette situation.